Cinéma du réel, origine et devenir d'un festival. Une matinale en collaboration avec le laboratoire d'histoire permanente du Centre Pompidou, dirigé par Antoine Debec. Bien, bonjour, merci d'être là ce matin pour cette matinale du festival Cinéma du réel. Une matinale donc qui est proposée par le laboratoire d'histoire permanente du Centre Pompidou que j'anime, que je dirige. Juste un mot pour présenter la matinée rapidement. Ce laboratoire a vocation sur toute cette année et sur l'année prochaine d'explorer les archives des origines du Centre Pompidou dans toutes ses dimensions et donc de proposer un travail avec les étudiants en séminaire et en atelier sur ces archives et puis des moments publics, des moments de restitution publique de ce travail. Donc c'est ce à quoi vous allez assister et participer. Bien sûr, votre participation est tout à fait requise. Nous avons fait comme cela des soirées, c'était plutôt en soirée, en petite salle à propos des archives de l'IRCAM, des archives de la BPI, des archives des différents services et directions du Centre Pompidou. Par exemple, le 19 avril, ce sera une soirée autour de Pontus-Hulten et du Musée national d'art moderne. Donc voilà, une fois par mois, ce sont des moments comme ça de partage du travail du laboratoire. Donc aujourd'hui, ce travail porte sur les origines du festival du cinéma du réel. C'était évidemment quelque chose qui nous intéressait dans ce laboratoire et donc chercheurs, témoins, étudiants se sont réunis pour travailler sur ces archives. Donc je voulais d'abord remercier le Festival du réel, Catherine Bizerne, Thomas Choury, Laura Pinto pour leur accueil ici, la Maison de la Poésie évidemment pour cette matinale. Et puis remercier aussi Romain Lacroix qui est le responsable, le chargé de programmation au service de la parole, qui est responsable du laboratoire du côté du centre Pompidou. Alice Leroy, qui est chercheuse à l'université Gustave Eiffel et qui est chercheuse associée au laboratoire pour tout ce qui concerne le cinéma. Marie-Terre Mignon, qui a fait documentaliste audiovisuel, qui a fait ce très beau mémoire de master sur les origines du réel que je tiens à la main. Catherine Blangonnet, rédactrice en chef de la revue Images Documentaires et qui est une ancienne de la BPI du service audiovisuel. Pascal Cassagno, responsable de la collection audiovisuelle au CNAP. Yves de Peretti, réalisateur et qui est actuellement en travail sur un documentaire sur le cinéma du réel. Danielle Chantreau, conservatrice honoraire des bibliothèques, qui fut la directrice du service audiovisuel donc au moment des origines du réel. Et puis Martin Decouet, qui est étudiant à l'ENS. Et enfin Olivia Cooper-Adjean, critique et membre du comité de sélection du cinéma du réel actuellement. Voilà, donc je vous donne la parole pour cette matinale. Merci beaucoup Antoine. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Autour de cette histoire de cinéma du réel, alors moi il se trouve que j'ai un peu un pied des deux côtés, puisque je suis à la fois chercheuse associée au LHP que dirige Antoine cette année, et puis je collabore avec le Festival Cinéma du réel depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé à travailler en 2012, quand Ravière Packer-Comines était encore déléguée générale, puis avec Maria Bonsanti, Andrea Picard brièvement, et aujourd'hui Catherine Bizerne. Et j'ai commencé comme bénévole, et jusqu'à aujourd'hui où je m'occupe d'un programme qui aurait dû avoir lieu hier, qui s'appelle le Festival Parler. Mais pour vous dire que cette histoire de cinéma du réel, je pense qu'elle est importante à raconter, et particulièrement aujourd'hui, parce qu'en fait elle s'inscrit et elle se construit à la fois dans un petit peu la ligne éditoriale qu'impulse chaque délégué général. Elle se construit aussi, je crois, dans les programmes, à la fois dans donc cette ligne éditoriale, elle s'inscrit d'abord dans la sélection, et les films en compétition, mais je crois aussi qu'elle se raconte dans les programmes parallèles, et je trouve que les intitulés de ces programmes parallèles, leur histoire, leur évolution, elle est intéressante à étudier. Et je crois aussi que cette histoire du festival, elle se cristallise aussi à chaque fois dans des moments de crise, un peu comme celui qu'on a connu hier, puisque hier, en fait, donc, journée de grève nationale, et le festival s'est déclaré en grève. Donc on a pris la décision en AG dimanche matin de voter la grève, et non pas simplement d'annuler les projections prévues parce qu'il y avait une journée de grève et que ça allait être compliqué de se déplacer, mais de dire que le festival, lui aussi, était mobilisé. Et ça, je crois que ça raconte aussi quelque chose de la façon dont Cinéma du réel s'inscrit aussi dans une histoire des formes documentaires qui est complètement en prise avec le réel, avec les mouvements du monde, et aussi avec évidemment les mouvements politiques qui se jouent dans la rue. Donc c'était intéressant de voir comment, dans un moment comme celui-ci, tout à coup les discussions en AG, c'était pas seulement des questions pragmatiques de comment, est-ce qu'on peut reprogrammer les films durant la semaine, comment ça va se jouer, tout ça, mais aussi finalement qu'est-ce que c'est que le cinéma du réel, quel enjeu il y a ici à se positionner sur un événement comme celui-ci. Et finalement aussi quelle vision du cinéma et plus précisément du documentaire est-ce qu'on défend ici. Donc c'est pour vous dire que cette histoire-là, elle s'incarne aussi, je crois, dans ces moments de crise très précis, et qui sont, je crois, aussi assez coutumiers, assez réguliers dans l'histoire du festival, peut-être parce qu'il a lieu au printemps et que c'est un moment particulier d'ébullition. Mais voilà, je crois que c'est aussi dans ces moments de crise que se raconte cette histoire. Donc juste pour vous présenter un petit peu le format de cette matinée, parce qu'on est assez nombreux autour de la table. Antoine a présenté tout le monde, donc je ne vais pas revenir sur les différents invités qui vont prendre la parole ce matin, mais le principe des réunions publiques du LHP, du laboratoire d'histoire permanente, c'est qu'elles sont ouvertes à toutes et tous. Donc vous êtes évidemment chaleureusement invités à intervenir quand vous le souhaitez, d'autant plus que peut-être qu'il y a dans la salle des personnes qui ont participé très directement à cette histoire. Aussi, cet espace-là, c'est aussi un espace qui vous est complètement ouvert si vous le souhaitez. On va suivre un petit peu un fil chronologique et thématique, puisqu'on va avoir un petit peu 3 étapes de discussion ce matin. La première sur la création du festival, donc les origines et l'accueil à la BPI. On viendra dans un deuxième temps sur un petit peu le moment de professionnalisation du festival, c'est-à-dire une structuration plus nette de la compétition, du comité de sélection, et puis une internationalisation aussi. Et on finira enfin plutôt sur des questions d'identité et d'évolution de ces identités artistiques du festival, en revenant notamment sur son ouverture au domaine de l'art contemporain et de l'essai filmique. Donc voilà un petit peu le programme de cette matinale, et on termine avec 1 heure de projection. On a choisi collectivement 4 courts-métrages dont on estimait qu'ils étaient un petit peu symptomatiques des grands enjeux esthétiques, politiques du festival, et aussi
qui traverse aussi toute l'histoire de ces 45 ans d'édition de cinéma du réel. Voilà. Alors peut-être, sans plus tarder, je vous propose qu'on passe à la toute première image du diaporama, et donc à cette première affiche et couverture de la revue Impact en 1978, qui, si je ne m'abuse, ne se trouve pas parmi les affiches archivées sur le site internet de Cinéma du Réel, où vous trouvez toutes les affiches de chaque édition depuis 79, puisque la toute première édition, celle de 78, est un peu particulière. Et peut-être que Yves peut nous en dire un mot à la fois de l'histoire de la revue Impact et de L'homme regarde l'homme. Je pense que Daniel et Catherine vont en parler mieux que moi, puisqu'elles étaient à l'origine de cet accueil. Ce qu'on peut dire par là, pour aller dans ce sens-là, c'est qu'effectivement, il y a une double origine du réel, hein, comme souvent d'ailleurs dans les histoires, puisque on peut faire remonter le début du cinéma à 78, à cette première rencontre L'homme regarde l'homme, Minorité et cinéma, ou à l'année suivante. Donc on va développer ça. Peut-être, moi, ce que je crois, ce qui est intéressant, et Daniel va en parler, mais de dire que, au fond, la question du cinéma direct et la question du documentaire a été toujours présente dans l'histoire de ce festival, et il y a toujours eu un problème d'identité. Hein. On n'a jamais très bien su comment limiter l'identité. Et il me semble qu'il n'y a pas tant de différence entre l'édition de 78 et l'édition de 79. Mais déjà cette question d'identité se posait, puisqu'il y a un article des Cahiers du cinéma qui relate l'édition de 79. 78, ils n'étaient pas là, mais en 79, pour le premier cinéma du réel, ils sont là. Et ils disent qu'avoir la diversité des films présentés, on ressort l'idée que le cinéma du réel n'existe pas. Voilà, donc c'est un peu... C'est un paradoxe, mais qu'on va peut-être développer. Alors, pour parler de 78, moi je pense que Daniel, tu peux dire comment est arrivé monsieur Jacques Villemont, qui est venu te proposer son projet, qui était d'un festival qui avait existé par ailleurs, qui avait existé ailleurs à Créteil. Je crois qu'il doit être... Merci. Oui, moi je voudrais, avant de parler de Jacques Villemont, rappeler quelque chose que je trouve absolument fondamental. C'est que le festival s'est inscrit en fait dans la politique documentaire de la BPI, dont je rappelle le principe. Hein, c'est l'intégration des documents audiovisuels dans les collections, une bibliothèque multisupport. Et ce principe, et je ne sais pas s'il y a ça dans les archives, est évoqué dans le document de programmation de la BPI. Donc antérieur, historique, définition, programme. Et je vous lis juste une phrase. Donc la bibliothèque mettra également à la disposition du public les documents suivants: des films 16 mm et des vidéocassettes. Le film joue déjà dans la bibliothèque anglo-saxonne un grand rôle pour l'information du public et la formation permanente. Il stimule la curiosité, incite à la lecture et aide à la compréhension des sujets plus arides, scientifiques notamment. La BPI s'efforcera de rassembler, de faire connaître les films existants, soit en les présentant dans la salle de projection de la bibliothèque, au cours de séances organisées autour d'un thème, et où des films loués ou empruntés viendraient compléter les collections, soit que le lecteur puisse les consulter sur écran de télévision avec écoute individuelle. Bon, au moment en 1978, la bibliothèque disposait, je crois, de 1000 titres à peu près. Donc, donc c'est vraiment fondamental, parce que l'accueil de la manifestation conçue par Jacques Villemont, c'est vraiment inscrite dans cette politique. Et pour moi, c'est vraiment indissociable. Donc, une fois ce principe rappelé, Catherine pourra parler plus longuement de l'accès aux documents si on a le temps, ce qui n'est pas sûr. Donc, Jacques Villemont est venu proposer une manifestation qui avait été créée à Créteil en, je crois, 75, enfin qui avait eu lieu à Créteil en 1975.
qui ensuite a disparu de Créteil pour cause de fermeture, je crois, du service audiovisuel de la Maison de la Culture. Et il est venu la proposer. Alors, je veux dire que nos intérêts se sont rejoints. La bibliothèque était très prête à accueillir ce festival pour élargir donc ses fonds, pour faire découvrir des documents inédits. Et Jacques Villemont peut évidemment élargir l'audience de sa manifestation. Donc cette première rencontre, on se connaissait. Donc moi j'avais fréquenté le festival de Grenoble et de Lille, le festival du documentaire. Donc je connaissais Jacques Villemont, je connaissais sa manifestation. Et nos intérêts se sont vraiment rejoints. Et cette première manifestation s'est très bien déroulée. Et je crois qu'il faut là aussi rappeler que ce que j'appelle moi la première édition de Cinéma du Réel, parce que Cinéma du Réel n'aurait pas existé si cette manifestation en 1978 n'avait pas été accueillie par la BBI. J'ouvre une parenthèse, je voudrais dire que ce n'est pas évident pour une bibliothèque d'accueillir un festival. Ça ne se faisait absolument pas en France, ça se faisait dans les pays anglo-saxons. Et un des points à souligner, c'est qu'il a fallu quand même motiver le directeur de l'époque pour qu'il accueille donc ce festival. Et le cinéma du réel aujourd'hui n'existerait pas si la rencontre L'Homme regarde l'homme n'avait pas eu lieu en 1978. Donc, je ne sais plus, j'étais partie sur autre chose. Donc, Jacques Villemont, cette première édition s'est déroulée de manière très, très positive. Pour rappeler aussi ce que je disais au départ, c'est que dans le comité de sélection se trouvait la responsable à l'époque des collections imprimées dans le domaine ethnographique et sociologique, Hélène Flao, pour la citer. Donc, pour rappeler, pour bien souligner ce lien existant entre les collections et le festival. Je peux aussi parler du nom Cinéma du Réel, ou on en parle après peut-être, ou maintenant, comment c'est venu ce titre Cinéma du Réel. Peut-être on y viendra après. Est-ce que Catherine pourrait nous parler de peut-être la programmation de cette première édition, de ce thème minorité cinéma, et aussi du paysage documentaire que ça a dessiné dans les types de films qui étaient présentés? Il faut que je rassemble mes souvenirs parce que c'est quand même assez lointain tout ça. Donc le comité de sélection a été composé de 4 personnes. Hélène Flao, qui était responsable des collections ethnographiques. Gabriel Oher, qui était délégué par la SRF au sein du comité de sélection, la Société des réalisateurs de films. Et une 4e personne que Jacques Villemont avait nommée, je pense, Lily Frerichs. Et moi-même. Donc, moi, je m'occupais des collections de films sociologiques et historiques. Donc, j'ai un peu de mal à me rappeler de la manière dont les films nous sont parvenus, mais je pense que les éditions précédentes organisées par Villemont avaient déjà fait connaître ce festival. Donc, à l'étranger, les gens connaissaient déjà Jacques Villemont et ont envoyé leurs films pour cette sélection. Et je pense que quelque part, les producteurs et les réalisateurs en France attendaient aussi un festival de cet ordre pour montrer leurs films. Je pense que c'était... Alors, je me souviens plus exactement du nombre d'inscrits. Je sais qu'on a visionné, on le dit, 250 heures de films, je pense. Et c'était des films qui arrivaient sous forme en 16 mm. Et on les voyait en entier, puisque j'ai redemandé à la projectionniste qui travaillait avec nous à l'époque. Elle montait les films sur le projecteur et on les voyait jusqu'au bout, c'est-à-dire on ne coupait pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. On a programmé donc 4 des 5 journées de cette première édition. Une des journées était entièrement consacrée aux films ethnographiques. Et je crois que le comité de sélection a essayé d'équilibrer en mettant plus de films sociologique dans le reste de la programmation. Il y avait une sorte de partage comme ça entre des films qui nous paraissaient un petit peu ennuyeux, un peu spécialisés, et les films politiques qu'on avait vraiment à l'époque envie de montrer, de défendre. Et voilà, donc la tradition militante du festival prend son origine, je pense. Voilà. Je peux juste dire... Oui, comment j'étais arrivée aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, voilà, où on a un petit peu l'histoire de la revue Impact, et je crois que déjà, en fait, dans la manière dont Impact se présente, on a une idée de
ces différentes traditions documentaires, à la fois le film sociologique, le film ethnographique et le film militant. Mais... Le film militant, c'est-à-dire en fait le cinéma direct, essentiellement pour nous. C'est-à-dire Impact, c'était la revue du cinéma direct. Le festival s'appelait effectivement Rencontre internationale du cinéma direct. L'homme regarde l'homme étant une sorte d'intertitre. Et le thème du festival, donc, c'était minorité et cinéma. Minorité et cinéma, et les femmes avaient une journée pour elles. Qui était, à l'époque où les femmes étaient encore une minorité. Qui est considérée comme une minorité, mais c'était pas faux en fait à l'époque, parce qu'il y avait peu de femmes qui avaient pris la caméra en fait. Carole Roussopoulos, le début de la vidéo en fait, et les femmes s'en sont emparées. C'était en même temps, oui, c'était en même temps, enfin, je parle par rapport à cette époque-là, le début de la vidéo. L'idée du cinéma direct est très important parce que c'est contemporain d'un certain nombre de choses. Ça va être le début aussi des ateliers Varan en 78, d'abord au Mozambique avec Jean Rouge, puis ensuite en 80 à Paris. Donc c'est une époque où il y avait cette tradition. Le cinéma direct, c'était vraiment ce qui était issu du cinéma vérité, entre guillemets, de Rouge. Hein. Ça démarre aux années 60 avec l'apparition des nouveaux outils de caméra et de magnétophone synchrone qui permettent d'aller vraiment sur le terrain pour que la parole des gens qui n'avaient pas la parole puisse exister. C'était ça quand même l'idée du cinéma direct. C'était cette possibilité. Et de là, ça a intéressé effectivement plusieurs catégories de personnes. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressaient... Enfin, d'abord, il y avait une dimension politique qui était très forte. Beaucoup de films étaient des films extrêmement politiques et pratiquement tous les cinéastes de cette époque-là appartenaient au départ à des groupes politiques, sauf les ethnologues, qui étaient les seuls, qui étaient une autre tribu, si je puis dire. Hein. Il y avait le tribu des... Il y avait la troisième tribu, c'est les films expérimentaux. C'est-à-dire que... Alors... Ça c'est un débat. Oui, alors les films expérimentaux existaient aussi. Je crois qu'il y en avait quelques-uns... Mais qui ne nous intéressaient pas du tout. Parce que, en fait, la sélection a été faite aussi pour alimenter les fonds des bibliothèques. C'est-à-dire que c'était très important pour nous d'avoir des films qui venaient de l'étranger, si possible sous-titrés en français, pour les intégrer dans les collections. Et le festival, à l'origine, c'était aussi ça, c'était enrichir les collections de la bibliothèque. Et ça, peut-être on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Pascal, mais à l'époque, il y a une répartition très stricte entre les différentes instances du Centre Pompidou, et les films expérimentaux vont plutôt du côté du musée et moins du côté de la BPI. Les films expérimentaux, les films d'artistes, les films sur l'art, c'était un autre domaine, c'était effectivement le musée. Il y avait un festival d'ailleurs qui a existé, le festival de Gisèle Breteau, qui a existé quelques années, qui était une biennale d'ailleurs, et qui n'a pas existé. Il y a même eu un autre festival du film sur l'art, c'est-à-dire que au départ, ça existait au Centre Pompidou, sous d'autres formes, et on peut dire que le cinéma du réel, petit à petit, a intégré toutes les formes, a avalé, si je puis dire, toutes les... Et si on peut passer à la diapo suivante, où on a un extrait du texte de Daniel Chantreau lors de cette première édition. Je vous propose aussi d'écouter Martin qui a lu qui a parcouru en fait toute l'histoire des éditos des différentes éditions du festival depuis 78 et de revenir peut-être sur les premiers éditos 78, 79 et ce qui nous raconte aussi de ce qui se joue dans ces années-là. Effectivement, parce que en se penchant sur les archives, les mots qu'on emploie pour définir à la fois le festival, les rencontres ont un poids. Et textuellement, je pense que c'est important d'y revenir. Et précisément, je vais vous lire un passage, je pense, qui est assez révélateur. Lorsqu'en 79, donc, Jean Rouge change le nom et donc le festival devient le festival Cinéma du réel, et qu'il y a ce différent, je ne sais pas quel terme posé entre Jean Rouge et Jacques Villemont, on a donc un édito de la revue Impact qui donc réagit donc à ce nouveau tour que prend le Festival Cinéma du Réel. Et je vais vous lire un extrait qui est assez, je trouve, représentatif peut-être de ce qui se joue sur les conceptions de ce que peut être un tel festival. Donc, c'est la rue pour... voilà. Donc je vous lis. L'éclatement du partenaire institutionnel conduisit la revue Impact à se tourner vers la BPI, Bibliothèque publique d'information, du Centre Georges Pompidou. Cette collaboration eut le mérite de donner aux rencontres une audience plus large auprès du public. Par contre,
En raison du caractère centralisateur et normalisateur de cette institution, la manifestation perdit son caractère de rencontre pour devenir un festival hautement sélectif, une exposition de films, de discussions, de véritables débats, point. Seulement des films s'enchaînant les uns aux autres. Donc il y a quand même une question terminologique qui est assez importante parce que d'une rencontre, apparemment on passerait à un festival, et surtout une sorte d'exposition. Donc on sent dans... Voilà, les mots disent, du moins dans cette revue Impact, la différence de conception qui se fait entre 1978 et 1979, du moins un tournant que les acteurs eux-mêmes notent et sur lequel ils réfléchissent. Il faut peut-être revenir un peu là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe entre 78 et 79, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Est-ce que Marie, tu veux en dire un mot? Le sujet des livres. En fait, donc, les rencontres L'Homme regarde l'homme à Créteil, c'est 75-76. Suite à la fermeture de la Maison de la Culture à Créteil, Jacques Villemont cherche un nouveau lieu. Il rencontre les gens de Beaubourg. Beaubourg vient d'ouvrir. Donc la BPI, oui, et le centre comme lieu, c'est quand même très central dans Paris. C'est pas Créteil. Enfin, bon, voilà. Sauf que Jacques Villemont, en fait, il vient de l'anthropologie. Donc, il connaissait Jean Rouch, c'était un de ses élèves. Et puis après, ils ont pris des directions différentes. Et en fait, ils étaient un peu en concurrence sur cette manifestation. Et en 79, Jean Rouch a demandé à ce que le festival lui soit plutôt attribué. Ce qui a mené à l'éviction de Jacques Villemont. Voilà. Mais c'était un peu houleux. D'où peut-être cet édito de la revue Impact en 79, au moment où donc le festival Cinéma du réel prend son nom à l'initiative de Philippe Pillard. Alors, on a eu des débats là-dessus sur d'où vient le nom, mais en même temps, il est aussi dans un texte que vous signez. Donc c'était un... Oui, en tout cas, cet édito, il est un peu virulent, mais parce que c'est un contexte où Jacques Villemont se sent un peu désemparé face à cette manifestation qui lui échappe alors qu'il en était à l'initiative. Voilà. Bien sûr. Oui, je veux bien juste corriger un petit détail, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas deux manifestations en concurrence, puisque ni le CNRS, le CERDAF, Service audiovisuel du CNRS, ni le comité du film ethnographique n'avaient en fait de festival et de manifestation. Donc, je veux dire, le créateur de la manifestation, c'est vraiment Jacques Villemont. Il n'y a pas deux manifestations en concurrence. Ce qui s'est passé, moi, c'est mon interprétation. Mais deux hommes en concurrence. Oui, aussi, pour l'avoir vécu finalement directement, puisque j'ai assisté à toutes les réunions et notamment les prises de décision. La manifestation a très bien marché. L'émission de 1978, il y avait de très bons films et il y a eu beaucoup de public. Et en fait, ça a aiguisé, entre guillemets, les appétits de mastodontes, entre guillemets, que sont et le CNRS et le comité du film ethnographique, qui se sont dit « Ah ben, il y a ce truc-là qui marche bien, allons-y ». Et c'est un peu... Voilà. Et c'est vrai que face à ces deux institutions reconnues, avec une très grande notabilité, ni Jacques Villemont, ni même le directeur de la bibliothèque n'avaient assez de poids pour effectivement leur dire écoutez, non, nous on a un partenariat avec Jacques Villemont. Bon. Et l'autre hypothèse, mais là vous avez raison, c'était aussi un problème personnel, l'autre hypothèse qui a été examinée, qui aurait pu effectivement donc se dérouler, c'est un partenariat à trois, parce qu'effectivement chacun avait sa personnalité. La BPI comme organisatrice, et je répète et je le redis que ce n'est pas le centre qui est organisateur, mais la bibliothèque, le comité du film et le CNRS avec leur propre identité et leur propre contribution, et Jacques Villemont qui était le concepteur de la manifestation. On aurait pu imaginer ça. Et si ça ne s'est pas fait, c'est parce qu'effectivement, il y avait, je dirais, une situation antérieure et conflictuelle entre Jean Rouch et Jacques Villemont. Et qu'on peut peut-être élargir à deux conceptions justement de l'anthropologie et de la manière dont elle devait être, l'anthropologie visuelle dont elle devait être diffusée. Et là, je pense que Martin, toi, tu as un peu regardé ça dans les éditos. C'est que, effectivement, Jacques Villemont, il était
pas pour des sélections, il était pour des rencontres, il était pour des discussions, là où Jean Rouch, je ne sais pas s'il a vu l'opportunité de pouvoir créer un festival là, parce qu'en fait, il avait quand même ce projet-là depuis assez longtemps. Quand on regarde un peu dans les archives, c'est quelqu'un qui a été au Festival des Peuples à Florence, donc en fait, et puis qui a monté un comité du film ethnographique international. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même la volonté de réunir les gens qui faisaient de l'anthropologie visuelle de manière internationale, et un festival, c'est super pour ça. Est-ce qu'on peut voir l'affiche sur la diapo suivante, l'affiche de 79, voilà. Et peut-être que ce serait le moment d'arriver à cette dénomination, cinéma du réel. Donc, je ne sais pas à qui attribuer l'origine. Oui, je voulais juste revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'aspect compétitif du Festival Cinéma du Réel. Les premières rencontres avaient vraiment... on rejetait vraiment l'idée de classer les films. C'était dans l'esprit de l'époque, on n'avait pas envie de donner des prix. C'est d'ailleurs resté comme état d'esprit à l'USAS, aux États généraux, où il n'y a pas de jury, pas de prix. Et donc l'entrée dans cette... entreprise de Jean Rouch et de Jean-Michel Arnold, enfin des institutions, a fait que le festival est devenu compétitif avec un véritable jury, des prix, ce que nous on trouvait d'ailleurs dans l'éditorial écrit par le comité de programmation du premier festival, on se démène avec cette idée de sélection. On trouvait difficile déjà de sélectionner les films, donc en plus les primer et leur donner des importances relatives, ça nous gênait beaucoup. Voilà, c'était une remarque. Sur le titre Cinéma du réel, je te laisse... Ceci dit, il y a eu des films qui ont été remarqués. Oui, alors on avait quand même un jury, ce qui est un peu bizarre. Il y avait quand même 4 personnes assez inconnues, d'ailleurs, que j'ai retrouvées à la fin du catalogue, qui ont fait une liste de films, par ordre alphabétique de titres, parce que quand même... Et bon, le premier, c'était Alerter les bébés de Jean-Michel Carré, et il a toujours dit qu'il avait eu le premier prix en 78. En fait, c'était pas le premier prix, c'est juste que son film commençait par la lettre A. Voilà. Mais on retrouve à la fois des films, ce qui est intéressant parce que ça reflète quand même l'époque, on retrouve quand même le nom de Arturo Ripstein, grand cinéaste mexicain, des films de Jean Schmitt qui était un documentariste vraiment de cinéma direct, très engagé, très politique de l'époque. On retrouve Numéro 0, donc le premier film de Depardon, qui était d'ailleurs c'est intéressant, il était dans une catégorie qui s'appelait Autoportrait des minorités. C'est assez joli. Et puis, des films ethno, effectivement, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Un film très politique aussi, Underground, de Émile de Antonio. Donc, il y avait cette idée, cette tension entre l'ethnologie d'un côté et puis le cinéma engagé, et des formes déjà très différentes. Voilà, il y en avait 10 en tout. Okay. Oui, non, c'est juste une nuance, hein, mais en tant qu'historienne, j'aime bien effectivement restituer, d'autant plus que là aussi, je l'ai vécu, ce titre, ce passage de rencontre, enfin de minorité cinéma, l'homme regarde l'homme à cinéma du réel. D'abord parce qu'il fallait absolument changer le titre. On pouvait bien évidemment pas garder un titre alors qu'il n'y avait plus Jacques Villemont. Ça s'est fait dans une réunion chez le directeur de la bibliothèque de l'époque, René Fillet, et donc un soir, avec les interlocuteurs qui étaient là, il y a Catherine, il y avait dont Philippe Pilat. Je dirais qu'effectivement, ce titre Cinéma du réel était dans l'air du temps, puisque Philippe Pilat l'avait utilisé dans un article de revue. Je l'avais moi-même utilisé dans l'éditorial, mais c'est effectivement Philippe Pilat qui a lancé l'idée, qui a été tout de suite validée à l'unanimité. Donc il a... Oui, une réunion c'est toujours difficile dans une réunion de brainstorming de dire qui a fait quoi et qui a dit quoi, mais il a certainement relancé l'idée. Vous vous souvenez des noms qui ont été écartés? Non, moi, j'avais fait une liste à l'époque, j'étais venue avec une liste de noms qui n'ont pas du tout été retenus. D'autres ont fait la même chose, mais je ne l'ai plus et je ne l'ai plus en tête. C'est un peu loin. Peut-être sur l'image suivante, c'est
C'est l'édito de 79 qui est signé par Joris Ivens. Et Martin, peut-être tu veux nous en lire un petit bout ? Oui, et d'ailleurs en 79, il y a toute une entreprise de définition pour réellement poser la conception, vraiment toute une entreprise de définition qui est importante pour réellement définir quels sont les contours de ce festival qui précisément se nomme Cinéma du réel. Et j'ai retenu un passage, outre parce que le fait qu'il est assez beau, est assez éloquent sur le style documentaire qui est mis en avant donc, dans ce document, ici, de Joris Ivens. Je vous lis, c'est le dernier paragraphe. Une chose encore, dans le style documentaire qui est le nôtre, il y a un facteur important, c'est le temps, et surtout la relation entre le temps réel et le temps cinématographique. Le dialogue non élaboré du cinéma direct nous séduit, nous fascine tellement que bien souvent, il nous est difficile de couper et que nous restons trop longtemps pris au piège du temps réel. J'ai fait ce choix, mais il y en a encore d'autres, sur l'idée par exemple que le scénario, le rapport qu'entretient le documentariste avec le scénario, comme quoi il en s'en libérer un peu pour établir avec le tournage un faisceau de notes conductrices, une sorte de plan d'attaque qui me permettrait de me sentir plus fort en face de la réalité que je veux saisir. Donc voilà, il y a une entreprise de définition et aussi de ligne de route de ce que peut être le cinéma du réel en 79 dans cette édite. Ce qui est quand même intéressant dans ce paragraphe que tu viens de lire de Joris Ivens, c'est qu'il y a l'idée d'un montage long, qui est quand même une forme que pratiquement les documentaires, enfin justement les documentaires en tout cas qui sont montrés dans le festival partagent en général, et puis l'idée de la durée du plan aussi. Par rapport à, qui s'oppose déjà à une écriture télévisuelle où justement il faut pas perdre le spectateur, donc il faut aller plus vite. Donc il y avait déjà ça. Je trouve que c'est intéressant dans ce paragraphe. Mais c'est peut-être d'ailleurs une des lignes de force de l'histoire du festival, parce que c'était déjà présent dans l'édito de Daniel qu'on a projeté tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que la fonction d'un festival accueilli par la BPI, c'est de défendre des œuvres qui ne trouvent leur place ni dans les circuits commerciaux de distribution en salle, ni dans les circuits de la télévision. Et donc de défendre aussi des écritures et des formats un peu hors normes, quoi, à la fois en termes de durée, d'esthétique, d'écriture. Et ça, c'est reformulé en fait, tout au long de l'histoire du festival. Complètement, et dans tous les éditos, il y a vraiment cette question du rapport du festival avec les circuits commerciaux télévisuels qui ressort à chaque fois. Et même Daniel, vous, dans votre note de votre catalogue, il y a déjà en 78, il y a déjà cette question qui ressort de comment le festival, du coup, qui progressivement s'institutionnalise à la BPI, se rapporte aux circuits commerciaux et surtout face au cinéma de fiction qui, lui, n'a pas du tout les mêmes distributions ni les mêmes logiques économiques. Donc, effectivement, le rapport au commerce est assez important dans ce cas. Dans un contexte où voir des films, c'était peut-être moins évident qu'aujourd'hui aussi. Et en fait, voir des films qui ne sont pas distribués, amener des films de l'international, faire en sorte de pouvoir les projeter en salle, les sous-titrer pour pouvoir les comprendre, c'est une entreprise qui est bien différente en 79-80 et en 2023. Donc c'est important de définir et d'avoir une ligne éditoriale et de savoir où chercher ces films et comment les amener. Et c'est là où la BPI a fait un grand travail aussi. Oui, j'espère que ça marche. En même temps, ça serait pas mal de se demander qu'est-ce qui se passe au Centre Pompidou musée au même moment. Et au fond, on peut dire que le geste de Peter Kubelka à l'ouverture du Centre Pompidou entre guillemets, de faire un choix d'être commissaire pour introduire le cinéma expérimental avant-garde dans la collection, c'est exactement le même mouvement, enfin le même geste militant et fort, parce que de la même manière, ce cinéma expérimental dont on parle, les avant-gardes, etc., n'était absolument pas pris en compte dans le monde du marché de l'art et encore moins dans les institutions en France, parce que c'est pas le cas où c'était pas le cas aux États-Unis au même moment. Mais en tout cas, il y a eu ce geste fort de constituer un noyau, une collection qui maintenant s'est développée depuis. Mais c'était exactement un geste politique et qui, évidemment, de films qui représentaient tout ce qu'a été le contre-cinéma, le cinéma expérimental, avec des formes documentaires d'ailleurs déjà,
essais documentaires dans la collection, si on l'analyse, mais on n'aura pas le temps de le faire ici. Mais c'est exactement le même moment. C'est-à-dire que, et au même moment, il faut dire que dans les institutions, au ministère de la Culture, avec le ministère Langue, c'est le moment aussi où il y a la création dans les directions, par exemple direction du livre, délégation aux arts plastiques, bon, qui n'existe plus de cette manière aujourd'hui. Il y a eu l'intrusion et la création de commissions de production, d'aide à la production, justement documentaire ou en tout cas filmique, dans des endroits où par ailleurs c'était aussi une forme assez volontariste, puisque encore une fois dans la logique du marché de l'art, et c'est encore le cas aujourd'hui, il faut dire, ça n'existait pas. Cette forme-là n'existait pas, n'était pas reconnue. En vertu d'une hiérarchie, beaux-arts, peinture, sculpture, etc. Ça continue un peu à perdurer, mais en tout cas, je pense qu'il faut noter que dans ce centre Pompidou, dans toutes ces entités qui le composent, il y a eu, grâce à l'action de plusieurs, des convergences objectives, un même mouvement, et je pense important de le remettre en perspective. C'est absolument aux mêmes années de création du centre Pompidou, 77. Et les choses progressivement se structurent. C'est peut-être ce qu'on va voir dans la suite du diaporama. Le moment de la professionnalisation du festival, avec une internationalisation de plus en plus forte, et puis aussi une structuration. Alors on peut peut-être immédiatement passer à l'image suivante, qui est l'image qui est un extrait des des premiers palmarès, et où déjà il nous semble qu'il apparaît un certain nombre de symptômes, en fait, des films qui sont célébrés au cinéma du réel, avec toujours un petit peu ces deux jambes, l'une plus ethnographique, l'autre plus politique. Alors, si on commence effectivement en 79, où là, il y a un jury qui a été donc rassemblé par Jean Rouch, où il y a lui-même, bien sûr, donc le patron, entre guillemets, du cinéma ethnographique. Il y a Joris Ivens, qui était une figure de proue donc, du cinéma politique à l'époque. Et puis Fred Wiseman. Donc il y a vraiment les trois tendances, plus Inoussa Husseini, qui était un cinéaste nigérien, Asiad Djebar et Colin Yu, qui était le directeur de l'école de cinéma anglais. Donc il y avait quelque chose de très international. Et en même temps, je veux dire, les trois tendances, film anthropologique, film sociologique et film de cinéma direct ou film politique, Evans. Et donc, et dans les premières années, c'est marrant, comme les films primés, on retrouve ces deux jambes essentiellement entre l'ethno. Donc en 79, c'est Laurent Xwed, donc un film anthropologique australien, mais qui est filmé en Afrique, de Laurent, justement, le personnage titre, et dans un rapport, d'ailleurs, dans un film qui est très proche de la démarche rouchienne, enfin, où il y a vraiment un rapport entre le cinéaste et les personnages. Alors justement, une des oppositions qu'il y avait entre Villemont et Rouch, c'est que Rouch était pour un cinéma anthropologique d'observation, plus d'observation, alors que Rouch, comme vous savez, développait l'idée de la caméra participante et était dans une relation filmeur-filmé qui était importante. Donc, une des oppositions se focalisait là-dessus. Donc Laurent Xwed, et puis de l'autre côté, Nicaragua, septembre 78, qui était un film très politique, en fait, qui est un film qui est passé sur France 3, je crois à l'époque, mais qui était un film très politique. Mais tu peux en parler peut-être. Oui, c'était plus qu'un film politique, puisque le réalisateur a été blessé en fait pendant la révolution de Nicaragua. Voilà. Et il était auréolé c'était un héros pour nous, cet homme qui avait filmé et qui en plus avait été blessé pendant le tournage. Voilà. Donc on retrouve dans les premières années cette alternance, en 80 où le jury était présidé par Edgar Morin, avec des grandes figures du cinéma direct comme Michel Brault, donc qui avait été, vous savez, l'opérateur et le co-réalisateur avec Pierre Perrault des films marquants du cinéma direct australien, Judith Elec, David McDougall, Richard Leacock. Donc des personnes comme ça très très engagées dans le cinéma, et donc il y avait deux films là encore qui sont coprimés puisqu'il y avait qu'un seul prix à l'époque, My Survival as an Aboriginal
et Sikofet, donc un film australien complètement ethno. Et puis, si c'est ça le destin d'Elgar Heidemaster, qui était un film à l'intérieur où elle filmait une famille allemande en crise, si je puis dire, qui était un film donc qu'on pourrait appeler sociologique. Et donc on retrouve ça toutes les premières années. L'année suivante, c'est pareil, aussi jury international avec Cosme Alves Neto, qui était le directeur de la cinémathèque du Musée d'art moderne de Rio, Flavia Paolan, qui était une critique directrice de festival italienne, Elgar Heidemaster, puisque à cette époque-là, souvent le gagnant était repris dans le jury l'année suivante, et Nagisha Oshima, par exemple, grand cinéaste aussi japonais de fiction et de documentaire. Donc là, il y a eu des ouvertures. Il y a eu très souvent, d'ailleurs, des cinéastes de fiction. Il y a eu Kiarostami, il y a eu des grandes figures de cinéma, de la même façon qu'il y a eu des grands intellectuels ou des écrivains qui sont venus. Et là, le jury, en 81, prime un film ethnographique de John Marshall et Adrienne Miesmer, donc des gens qui étaient assez proches aussi là, du mouvement de Jean Rouch, mais en même temps, quelque chose de l'Arbre, du Fleur et du Cri du Peuple de Patrice Chagnard, donc qui était un film très politique sur un mouvement des sans-terre au Brésil, et la sélection française, que c'est la première année où on distingue sélection internationale et sélection française. Avant, il y avait compétition, on ne l'a pas dit, mais il y avait une section compétition et une section information qui était un peu mêlée comme ça, mais donc les films primés venaient de la compétition. Là, on invente une sélection française, et du côté de la sélection française, c'est Juliette du côté des hommes de Claudine Bory, donc ce qui est assez amusant à distance de voir que Patrice Chagnard et Claudine Bory, qui ne se connaissaient pas à l'époque, se croisent dans le palmarès de festival avant de se retrouver au moment de la création d'Ad-Hoc et de faire maintenant des films ensemble. Voilà. Bon, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais je veux dire, on trouve dans les premières années cette alternance entre les deux. Et puis quand même des ouvertures. Des ouvertures, parce que si on regarde en 82, dans les films qui ne sont pas les films primés, mais quand même des films importants, il y avait Jerry's Dead Pincus, donc qui était un film, une chronique intime de la vie du réalisateur et de sa famille. C'est-à-dire le premier film de famille, si je puis dire, où on n'allait pas filmer l'autre, mais on se filmait soi-même. Et ça va se développer évidemment dans les années 90, mais c'était le premier. De la même façon qu'on trouve, là c'est aussi c'est un petit clin d'œil avec aujourd'hui, le premier film d'un jeune réalisateur israélien qui s'appelle Amos Gitaï, c'était House, qui est repris aujourd'hui dans le festival. Voilà. Et pour lequel Serge Danet avait écrit dans Libération une phrase que je trouve assez belle, une belle définition du documentaire. Il dit: il arrive l'une des plus belles choses qu'une caméra puisse enregistrer en direct, des gens qui regardent la même chose et qui voient des choses différentes. À propos de ce film. Voilà. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est intéressant parce que si on passe à l'image suivante, alors qui est pas très lisible, j'imagine, d'où vous êtes, parce qu'il s'agissait juste de montrer la liste de tous les membres des jurys de cinéma du réel. Alors là, c'est au moment de... Je ne sais plus en quelle année, je pense que c'est en l'an 2000. Donc il y a pas encore... il manque les 20 dernières années là. Mais je trouve que déjà, et on voit comment dès l'origine, en fait, et on va venir ensuite au comité de sélection, mais on voit que du côté des jurys, il y a déjà quelque chose qui se joue, qui est l'idée de l'ouverture. Parce qu'en fait, dans ces jurys, si on en parcourt la liste, vous avez des noms assez inattendus. Moi, j'étais surprise, par exemple, de découvrir Laura Betti, par exemple. Il y a Annie Ernaux. Enfin, il y a des personnages qui viennent pas du tout du monde du cinéma et qui déjà posent la question de, en fait, les membres d'un jury à cinéma du réel, c'est peut-être pas nécessairement des cinéastes ou des professionnels du cinéma, mais c'est des personnes qui ont un regard et qui posent la question du documentaire, que ce soit du côté de l'écriture littéraire, du théâtre ou d'autres formes d'expression. Donc il y a cette histoire des jurys, elle nous raconte aussi quelque chose finalement de cette histoire des formes documentaires et de leur plasticité aussi, et de la façon dont elles sont ressaisies dans différents champs de création artistique ou littéraire, mais aussi dans
dans différents champs politiques. Comme le temps file, je vous propose qu'on passe assez rapidement, mais c'est une étape importante de l'histoire. L'image suivante, c'est la création de l'association des Amis du cinéma du réel. Je trouve qu'en tant que festivalier, on n'en connaît pas toujours l'importance de cette association. Pourtant, elle est cruciale dans l'histoire du festival. Elle apparaît en 1984. Et peut-être Marie, tu peux nous en dire un mot ? Alors moi, ce que j'ai compris de cette association quand elle a été créée, elle était importante parce que le festival faisait partie du service audiovisuel de la BPI. Donc le budget du festival dépendait de la BPI et du budget du service audiovisuel. La BPI, c'est énorme. Donc en fait, et le festival, grandissant, avait besoin de plus en plus de moyens. Or, demander des subventions quand on est la BPI, si on demande des subventions en tant que BPI pour le Festival du Réel, en fait, ça n'arrivera pas sur un compte de cinéma du réel, ça arrivera sur le compte de la BPI, et puis ensuite, ça va être redispatché dans le budget général. Or là, il y avait des besoins ponctuels très forts, notamment organiser un festival, ça veut dire faire venir des gens, faire venir des copies, sous-titrer les films, tout ça demandait beaucoup d'argent, et le budget de la BPI couvrait en fait les salaires des gens du service audiovisuel qui travaillaient à l'organisation du festival, et il y avait des besoins autres. Donc les Amis du cinéma ont permis quasiment de doubler le budget, quand même. Ça a permis de faire venir des subventions, et puis après, ça a permis peut-être d'autres choses, je ne sais pas si vous voulez compléter, mais je pense que c'était une ouverture pratique, et puis ça a légitimé aussi toute une profession en fait, autour du documentaire. Oui, juste pour préciser, l'objectif de la création de l'association, c'était vraiment de recueillir des subventions que l'établissement public BPI ne pouvait pas recevoir, en particulier du CNC. Pour un festival de cinéma, c'était quand même important. Et du ministère de la Culture, la direction du livre et de la lecture, qui a soutenu aussi au début énormément l'association et le festival. Et petit à petit, la SCAM, enfin d'autres financeurs. Mais l'objectif, c'était vraiment de recueillir des subventions pour effectivement les sous-titrages, les invitations de réalisateurs, qui coûtaient quand même assez cher, l'hébergement des réalisateurs. Donc c'était un outil en fait d'administration. Pour le jury, je voudrais juste préciser l'invitation de personnes extérieures au monde du cinéma. Je serais un peu plus terre à terre. En fait, on avait une attachée de presse, Colette Timsit, qui nous suppliait chaque année d'inviter des noms connus. Pas des noms connus du grand public, ce qui n'était pas toujours le cas des cinéastes documentaristes. Et donc, elle nous demandait soit des comédiennes, soit des écrivains, des écrivaines, enfin bon, des noms un peu plus connus pour que la presse puisse faire un peu état du festival, ce qui était un peu difficile au début. Voilà. Mais n'empêche que, du coup, ces noms regardaient les films et livraient aussi une certaine vision du documentaire. Peut-être on pourrait entrer dans la partie identité et évolution du festival autour de peut-être de deux lignes. D'abord, je propose qu'on parle de la sélection, du travail de sélection des films, parce que il me semble que ça raconte aussi l'histoire et l'identité du festival. Et pour ça, en fait, on a proposé, et on est très heureux qu'elle ait accepté, à Olivia Cooper-Adjean, qui est une des sélectionneuses, enfin une des membres du comité de sélection de cinéma du réel, de venir nous parler du travail de sélection aujourd'hui, et peut-être d'en parler notamment avec Catherine, qui, elle, faisait la sélection en 78, enfin dès 78. Donc, tu veux nous rejoindre, Olivia ? Pardon, juste pour quand même préciser ce que
qu'est-ce qui constitue quand même l'association Les Amis du Réel? Effectivement, c'est ce qu'on a dit, mais en plus, c'est quand même une instance de débat permanent. Voilà, il faut quand même le signaler. Et qui organise un très grand nombre de manifestations pendant le festival. J'en fais partie, donc je peux en parler. Toute l'année, on se réunit voilà, pour débattre de questions. Alors après, on n'est pas tous d'accord, mais ce n'est pas le problème. Mais quand même, c'est permanent. Mhm. Je sais pas, peut-être que c'est intéressant de commencer par justement l'organisation des sélections au départ et que je raconte ensuite comment c'est maintenant. Je sais pas. Moi-même, je ne connais pas bien le fonctionnement passé. Comment commencer? En 78, donc la sélection était collégiale. Enfin, on était 4 personnes, on discutait autour des films et je crois qu'il y a des traces écrites, malheureusement, de nos pas de nos débats d'ailleurs en fait. Oui, on peut en voir. D'ailleurs, c'est sur l'image suivante. On a quelques fiches qu'on a anonymisées. Sauf que moi, je sais qui c'est. Je trahirai pas. Parfois, j'ai eu un petit peu honte d'avoir assassiné un film en 2 mots, mais en fait, on discutait beaucoup. En fait, à l'issue de chaque projection, la sélection se faisait dans une petite salle qui s'appelait Jean Renoir, une salle de 100 places qui a disparu au moment des travaux en 2000. Et donc, en fait, on n'a pas de traces en réalité des discussions, mais bon. En 79, la sélection a beaucoup reposé sur moi parce que j'ai fait un peu l'intérim entre le départ de Daniel Chantreau de la BPI et l'arrivée de Marie-Christine de Navacelle en 79, mais un peu trop tard pour se mêler de la sélection en fait. Donc je me suis sentie un peu responsable vis-à-vis du jury des sélections. Ça a été difficile parfois parce que les amis de Jean Rouch n'étaient pas toujours d'accord avec les sélections qu'on avait faites. Enfin bon. Et c'est resté collégial en 79, c'est-à-dire qu'il y avait également un membre délégué par la SRF, un réalisateur, c'était Philippe Pilar, et puis une autre personne de la BPI, on était 2 bibliothécaires en fait, et une 4e personne, je ne sais plus qui c'était. Ah, c'était, oui, Douchet, mais enfin je pense qu'il est venu une fois, parce que j'ai aucun souvenir d'avoir visionné des films avec Jean Douchet. Donc son nom est sur le catalogue, mais c'est une trace, voilà. Non, ce qui a beaucoup changé, c'est le nombre de films. C'est-à-dire que nous, on arrivait à voir tout ce qui arrivait, et on voyait les films en entier. Comme je vous disais, quand on avait monté un film sur le projecteur 16, on n'allait pas l'interrompre au bout de 10 minutes. Et de toute façon, la production était beaucoup moins abondante. Enfin, maintenant, je sais pas. Enfin, je suis admirative du travail que vous faites en sélection, parce que tous les membres du comité de sélection voyaient tous les films. Donc on avait vraiment des discussions sur chaque film. Mais ça, pardon de vous couper, mais justement sur le fait de voir des films sur projecteur 16 mm, il faut se mettre à la place aussi des réalisateurs qui envoient leurs films. À cette époque-là, il y avait encore des douanes. C'était des pellicules, donc ça coûtait de l'argent. C'était aux frais des cinéastes. S'ils n'étaient pas sûrs d'être sélectionnés, en fait, c'est pas rien d'envoyer une copie, puis après, il faut qu'elle revienne. Donc, si on est français, à la limite, on peut le déposer. Mais si on vient d'un autre continent, c'est quand même une logistique. Il y avait quand même la valise diplomatique qui nous a beaucoup servi. Voilà, c'est quand même une logistique à mettre en place. D'où peut-être le nombre moindre de films qui arrivaient en sélection. C'est vrai que les gens réfléchissaient à 2 fois avant d'envoyer une copie 16 mm, ou même 35, c'est arrivé aussi. Oui, du coup, j'imagine qu'à un moment, il y a aussi eu la transition de visionnage collectif à le home vidéo qui arrivait. Et du coup, chacun pouvait regarder chez soi et peut-être, du coup, multiplier aussi les visionnages. Pas au bout d'un moment, je ne sais pas à quel moment ça arrivait. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler au festival en 2010, c'était l'époque du DVD, donc c'était pas encore comme aujourd'hui, mais voilà, on regardait déjà tous, chacun de notre côté, les films. Enfin, moi, j'étais pas encore dans le comité de sélection à cette époque. Mais oui, effectivement, donc aujourd'hui, on reçoit à peu près 1800 films chaque année, donc ça serait compliqué de les voir tous chacun. Donc il y a une répartition, c'est environ 500 films par personne, sachant que certains films, bien sûr, une grande partie quand même des films sont vus par plusieurs personnes, soit 2 personnes, soit plus. Et donc le comité de sélection est composé de 5 personnes
dont Catherine Bizerne, la directrice artistique, et moi qui suis aussi donc coordinatrice de la sélection, et donc 3 autres personnes qui sont pas dans l'équipe d'organisation, mais qui sont uniquement dans le comité de sélection. Et donc ces personnes ne viennent plus ni de la bibliothèque, ni de l'anthropologie visuelle, mais sont plutôt critiques, ou en tout cas vraiment cinéphiles. À l'origine, il y a un peu cette idée que maintenant le cinéma documentaire, c'est juste une petite partie du cinéma, et il y a de moins en moins de cloisonnement avec les autres genres, on va dire. Et donc, il y a plus cette idée de spécialisation vraiment des personnes qui travaillent pour le festival. Et donc, bien sûr, maintenant, tout est dématérialisé. Donc, on a des bases de données immenses où tous ces films arrivent. Et par contre, pour ce qui est des discussions, ça se fait toujours quand même en direct et en présence physique les uns des autres, à tel point que maintenant, on n'écrit même plus de commentaires, en fait, puisqu'on se voit très régulièrement pour discuter de tout ce qu'on a trouvé intéressant. Oui, vous êtes prudent. Vous ne laissez pas de traces pour les archives. C'est dommage parce que peut-être on peut voir l'image suivante. Voilà. Non, pardon, ouais, l'image... Ah, on n'a plus d'image. Ça va revenir. Mais c'est dommage parce que je trouve que c'est assez passionnant, voilà, de découvrir parfois effectivement les résumés un peu assassins de certaines sessions de visionnage. Je peux rectifier. Je ne suis pas absolument certaine que c'était des notes destinées à la sélection du festival, mais plutôt à l'acquisition des films. Parce que à chaque fois, on voyait les films aussi dans la perspective des achats pour la bibliothèque. Et il se peut qu'un certain nombre de personnes aient vu les films du festival et considéraient que ce n'était pas nécessaire de les acquérir. Voilà. Il y a quand même certains endroits où il est dit pas un film pour le festival. Donc je pense qu'il y a peut-être les deux. Mais il y a une question que je voulais vous poser parce que dans un petit peu ce portrait du comité de sélection qu'ébauchait Catherine, il y a à la fois l'idée effectivement de rattachement institutionnel, mais il y a aussi l'idée de sensibilité, qu'il y avait dans ce comité des sensibilités très différentes et qui n'avaient pas la même idée du cinéma et du documentaire. Et je voulais peut-être que tu nous parles aussi du comité de sélection aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression qu'il subsiste quelque chose de ces, j'allais dire dissensions, mais c'est pas le bon mot, mais en tout cas de ces distinctions entre des sensibilités qui sont pas du tout les mêmes? Et est-ce que toi, peut-être plus particulièrement, tu as l'impression d'incarner une continuité par rapport à une histoire du festival et du cinéma qu'il a défendu? Bon, incarner à moi toute seule, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que le comité s'est souvent composé de façon un petit peu composite justement sur la base de comités précédents, parce que du coup, moi, comme Alice, j'ai connu donc 4 directions artistiques différentes, et à chaque fois, les personnes qui arrivaient reprenaient quand même une partie de l'équipe. C'était pas tabula rasa à chaque fois, et donc voilà, c'était un peu de fil en aiguille, ça se modifiait, mais pas de façon brutale. Et donc c'est vrai que quand Catherine Bizerne est arrivée, par exemple, Antoine Thirion faisait déjà partie du comité d'élection, mais voilà, donc il venait d'arriver l'année d'avant. Et il y avait Karine Bernasconi et moi-même qui étions là depuis un peu plus longtemps, et donc depuis un peu une autre période du festival, puisque c'est vrai qu'on pourrait dire que les 2 dernières directions artistiques ont peut-être un peu plus axé le festival vers... bon, c'est aussi l'époque, hein, mais peut-être plus des films hybrides, plus de films liés à l'art contemporain, enfin en tout cas un peu moins dans la tradition vraiment pure et dure du cinéma documentaire. Et oui, c'est vrai que peut-être cette première année de Catherine Bizerne, où il y avait Karine Bernasconi et moi qui étions les anciennes, plus donc Antoine Thirion et Jérôme Momcilovic qui étaient le nouveau venu et qui, eux deux, viennent plutôt, pas spécialement du cinéma documentaire, mais de la cinéphilie, de la critique généraliste. Oui, il pouvait y avoir peut-être une ligne de tension à cet endroit-là, sur certains films où, du coup, Karine et moi, on pouvait être plutôt à dire que l'importance politique d'un film allait primer sur son innovation formelle, parce que voilà, il fallait que ces films-là soient présents dans ce festival qui avait cette histoire de militantisme. Et peut-être Antoine et Jérôme à être plus à défendre des films esthétiquement stimulants, mais qui pouvaient nous sembler à nous
moins pertinent dans ce qu'il a raconté. Donc voilà, c'est toujours c'est des conversations qui sont toujours bien sûr d'actualité et qui transcendent aussi ces rôles, ces positions qu'on peut avoir. C'est aussi des questions de sensibilité toujours qui interviennent, mais en tout cas, ouais, c'est un débat qui continue toujours, cet équilibre entre l'importance du propos et l'importance de l'esthétique et de l'innovation esthétique. Mais, bien sûr, bien sûr. J'avais une question là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que, je crois que les choses ont changé d'ailleurs cette année, mais est-ce que pour qu'un film soit en sélection, il faut qu'il y ait l'unanimité du comité de sélection? Tu peux peut-être nous renseigner là-dessus? Non, depuis que je travaille dans le festival, ça n'a jamais été vraiment démocratique. Je pense que Maria Bonsanti avait essayé un petit peu d'être plus dans cette idée-là où il fallait que tout le monde soit d'accord. Mais bon, déjà, c'est très rare quand même qu'on arrive à tomber d'accord. Surtout là, avec tellement de films différents, bon, il y a forcément... ouais, ça s'éparpille forcément un petit peu, les préférences. Effectivement, la difficulté, c'est que si on commence à vouloir être tous d'accord, on risque finalement de privilégier des films qui sont un petit peu inoffensifs, de fait, parce que voilà, c'est ceux qui vont ne fâcher personne. Et c'est vrai que l'an dernier, c'était assez clair. Catherine Bizerne avait plutôt en tête l'inverse, c'est-à-dire pas de décider de façon autocratique ce qui allait être en sélection, mais par contre, pas non plus être du tout dans l'idée d'un consensus, c'est-à-dire plutôt choisir des films qui allaient diviser en fait le comité, plutôt que les films que tout le monde allait trouver plutôt intéressants, mais sans grand enthousiasme. Et donc, elle avait plutôt pris le parti de choisir des films que 2 personnes allaient adorer et 2 personnes détester, par exemple, ce qui est assez fréquent, en fait. Et c'est vrai que je trouvais que la sélection qui résultait était effectivement bizarrement satisfaisante, parce qu'en fait, moi-même, voilà, il y a plusieurs films que j'aimais pas particulièrement, mais en tout cas, il y a rien qu'on allait oublier tout de suite, parce que c'est vrai que c'était soit des films qu'on allait beaucoup aimer, soit, qui qu'on soit, on était sûr que le film allait provoquer quelque chose. Et voilà, donc je pense que là, c'est ce qu'elle a essayé de continuer de faire. Et c'est aussi peut-être ce qui distingue Cinéma du Réel d'autres festivals qui cherchent plus à plaire, je dirais. C'est vrai que là, l'idée, c'est pas forcément que tous les films plaisent à tout le monde. Et voilà, l'idée d'assumer qu'il va y avoir des écarts entre les gens. Oui, j'ai une question à poser par rapport effectivement à ce qui était, disons, l'orientation à l'origine, qui était d'articuler le festival avec la politique de la bibliothèque. Est-ce qu'il y a encore quel est le nombre de films achetés par la BPI à partir de la sélection et de la programmation en général? Est-ce qu'on connaît les chiffres? Est-ce qu'ils ont évolué? J'ai pas le chiffre exact, mais j'ai le souvenir que c'est quand même assez conséquent toujours, peut-être 15 ou 20 titres sur la quarantaine de films en compétition qui sont achetés. Donc oui, ça reste une partie importante aussi de l'impact du festival, parce que du coup, la sélection devient comme une présélection pour ensuite l'acquisition par la bibliothèque. Les films sont achetés par la BPI pour le réseau des bibliothèques publiques en France. C'est important. Et peut-être, comme le temps leur tourne, je trouvais intéressant, Olivia, tu mentionnais l'importance de ces formats beaucoup plus hybrides, tournés vers le champ de l'art contemporain, vers le film essai, l'ouverture en fait du champ documentaire à des écritures peut-être inspirées par d'autres domaines de création. Et du coup, ça me permet de passer la parole à Pascal, qui du côté du CNAP est particulièrement sensible à cette ouverture-là, et qui peut peut-être nous raconter quand est-ce qu'elle commence, comment. Oui. Avant de revenir à ce sujet, juste en préambule, puisque là, ce matin, on parle, mais j'espère qu'on n'est pas dans un juste débat rhétorique ou académique, pour dire que cette année, par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est que le programme, les films du réel, beaucoup, font complètement écho avec l'actualité française ou internationale. Ça, c'est assez formidable. Et en plus, parce que je pense que je pense que je suis pas la seule à
à faire cette analyse, mais en même temps, on peut se dire qu'on a besoin aussi de ces films pour justement, comme outil de pensée, pour penser notre présent post-Covid ukrainien et malaise social. Et donc, c'est quand même important aussi. Voilà. Là, on est en train de retracer une histoire qui est vraiment très forte et très riche et qui continue à se manifester aujourd'hui dans la programmation sur laquelle je reviendrai de 2023. Donc ça, c'est important. Et puis... ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement, cette affaire, c'est une histoire de miroir, parce que si on a dit que le festival, petit à petit, s'est ouvert en gros depuis les années 2000 quand même, parce que c'est pas tout récent, à ce sujet, je pense par exemple à la programmation de Marie-Pierre Duhamel-Muller, je sais plus dans quelle année c'était, mais je me souviens qu'elle avait fait une rétrospective absolument fondamentale des films d'Alexander Klug et Farocki, et il faut savoir que les inventeurs quand même du film essai et film politique, il faut savoir que ce sont des cinéastes qui sont très 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 importants pour les artistes contemporains dans le monde entier. Donc je dirais que à l'inverse, pour le faire très court, parce que je pense qu'on pourrait développer ça très longuement, mais à l'inverse, on peut dire qu'à partir des années 99-2000 en très 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 gros, dans le monde entier, pas qu'en France, dans les biennales, à São Paulo, à Venise, à Paris, à Londres, à New York, etc. Ce qui a complètement régénéré le monde même des arts plastiques, c'est précisément l'intrusion du documentaire. Voilà. Donc, on est dans une affaire, on est dans un jeu de miroir assez subtil, et il n'y a pas une origine, ou au contraire, c'est en permanence des passages. Et du reste, ça continue d'ailleurs, et pour avec le même bonheur. Et c'est aussi, ça a aussi accompagné, en tout cas dans le champ de l'art contemporain en France, mais pas qu'en France, l'arrivée aussi de cinématographie ou d'œuvres du monde entier, en particulier l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb, le Machrek, et ça continue aussi aujourd'hui. Donc, c'est, je dirais, ce territoire du documentaire, des essais documentaires, finalement, il est complètement partagé des deux côtés, c'est-à-dire dans le champ des institutions muséales, de l'art contemporain, dans le champ aussi du cinéma, on va dire indépendant, hein, donc comme celui du réel par exemple, et depuis n'ont cessé de se tresser ces va-et-vient, ces relations, ces observations, ces partages, et donc très naturellement, il n'y a pas que le cinéma du réel, mais les festivals ont aussi enregistré ce qui se passait, pour ne pas dire que l'intrusion du documentaire dans le champ de l'art contemporain et l'intrusion de l'art contemporain dans le cinéma documentaire, c'est une histoire vraiment commune et dialectique. Et qui ne cesse d'ailleurs de se nourrir jusqu'à aujourd'hui, et avec des perpétuels peut-être, flux et vagues. Et en effet, en ouvrant aussi, mais dans les deux domaines, hein, c'est-à-dire la présence, par exemple, du documentaire dans le champ de l'art contemporain, ça a donné lieu, et ça donne toujours, à la présence de films, dans le sens presque traditionnel, dans les musées, par exemple. Je pense par exemple au MACBA à Barcelone. Il y a quelques années, une salle de cinéma avait été constituée dans l'espace du musée pour aller revoir les films de Sokourov. Voilà. Avec aussi, dans l'espace des musées, des institutions, des biennales, etc., la question aussi de la durée. C'est-à-dire que, par exemple, à la Documenta, la précédente Documenta, pas la dernière, mais la précédente, on a vu, par exemple, très facilement à Athènes et à Kassel, le film de Wang Bing, 15 heures, qui durait 15 heures. Voilà, aucun problème. Le public venait, repartait, mais en tout cas, il y a toutes ces données qui sont là. Et au cinéma du réel, évidemment, il y a aussi, très naturellement, cette apparition de ce qu'on appelle des films hybrides, mais ils sont déjà hybrides depuis Germaine Dulac à l'orée du XXe siècle. Enfin, si on commence à regarder un peu sérieusement les choses, les films étaient encore plus hybrides à la limite qu'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est la première chose. Et après, je voudrais juste un peu, pour revenir dans le domaine plus précis, du Centre national des arts plastiques, et puis aussi du champ de l'art contemporain, rappeler de quoi on parle aussi un peu quand même dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on parle
Bon, on parle de la forme essai documentaire, de l'enquête, on parle aussi de la contre-histoire, la contre-information. Ce sont vraiment des moments artistiques, esthétiques très importants, mais qu'on retrouve aussi évidemment dans le cinéma. Donc, des formes effectivement qui relèvent d'un médium image, et je crois que c'est la question de l'image aussi qui a fait bouger les choses. C'est-à-dire que le Centre Pompidou, à travers des expositions, mais aussi au cinéma du réel, progressivement glissé vers la question de l'image et pas simplement du film et du documentaire, mais idem, c'est la même chose dans le champ de l'art contemporain. Donc toutes les problématiques liées très très riches, et je ne peux pas développer ici, mais en tout cas la question de l'image aussi a été un sujet fondamental qui est partagé également par voilà, les deux, je ne vais pas dire les deux mondes, mais ces deux entités. Donc la question aussi de l'archive et du document, la question du documentaire et de documenter, qui n'est pas complètement non plus la même chose, sont aussi des questions qui animent vraiment beaucoup depuis plus de 20 ans les artistes, mais également les cinéastes, mais déjà les cinéastes depuis toujours. Enfin, Chris Marker, on a parlé des Jean Rouch, bon, Joris Evans ou d'autres. Évidemment, bien sûr, Frédéric Wiseman, qui lui-même avait déjà introduit la question de la longue durée. Donc voilà, c'est des questions qui ont été, finalement, qui ne sont pas apparues à la fin des années 90, mais qui ont été ressaisies, et les artistes en sont réappropriés. Il l'avait déjà fait dans les années 50, 60, 70 aussi, c'est toute l'histoire de l'avant-garde. C'est pour ça que l'artiste autrichien Peter Kubelka est fondamental dans l'histoire même de la collection du Centre Pompidou, parce qu'il a juste introduit, avec un geste volontariste, les images en mouvement. C'était déjà, voilà. Mais dans des formes vraiment expérimentales. Bon, en ce qui concerne en tout cas la collection, et après je vais revenir pour finir à la programmation cette année du réel, mais pour parler de ces films dits hybrides ou communs, en tout cas moi je dirais plutôt communs et territoires partagés, pour donner quelques idées de la collection pour le compte du ministère de la Culture, de l'État. Donc c'est à peu près, en tout cas en ce qui concerne le CNAP, c'est 1600 œuvres, c'est à peu près le même nombre d'ailleurs, je pense au service cinéma du Centre Pompidou, du musée. Donc il y a à la fois effectivement on dira les maîtres anciens, les auteurs qui ont été achetés en premier, mais il faut rappeler qu'ils ont été quand même achetés tardivement, parce que autant en 77, le musée, le MNAM possédait cette collection composée par Peter Kubelka, qu'il avait à titre personnel réunie. Les achats en matière d'images en mouvement, pour ne pas parler de films ou vidéos, ne remontent quand même pour l'État qu'après les années 80 et très timidement, alors même qu'il faut voir qu'aux États-Unis, en Allemagne, etc., en Angleterre, les musées avaient déjà collectionné. D'ailleurs, au MoMA, il y a un département qui s'appelle cinéma. Bon, c'est un peu inenvisageable ici, mais bon, admettons. Et en tout cas, il y a eu des achats qui ont été très, très, très tardifs. Il y avait quelques Français, quelques achats comme Jean-Michel Sanouchouan ou d'autres qui ont été achetés, mais en réalité, le véritable début des acquisitions pour le compte de l'État, ce sont les années, la fin des années 90-2000, et là, assez massivement, avec création d'un collège images, etc. Et à partir de ce moment-là, effectivement, une entrée assez massive de films, mais qui ne sont pas que des films français. Il y a aussi toute une géographie disparate qui témoigne donc aussi bien d'un intérêt pour les cinéastes syriens comme le collectif Abou Nadara, la Colombie, beaucoup représentée, Apichatpong Verasetakul aussi, beaucoup pour la Thaïlande et d'autres, pas que lui, la Chine, Wang Bing, acquis également la Russie avant les tragiques moments de la Russie aujourd'hui, la Lituanie, la Palestine, beaucoup de films palestiniens sont acquis et continuent à l'être, l'Algérie aussi, énormément de films, Madagascar, et puis également des artistes internationaux plutôt représentant la suite de l'art vidéo, comme Vincent Mécène par exemple, Marie Voignier, Salomé Lamas, et d'autres, Ben Russell également, Francis Alice, et Alexander Klug. Tout ça pour dire que effectivement, voilà, il y a cette présence dans les collections de ces films, donc qui sont acquis par achat de droits patrimoniaux. C'est pas des droits de diffusion du tout, donc ils peuvent être empruntés tout à fait gracieusement dans le monde entier par les
autres collections ou autres manifestations publiques et non commerciales, bien sûr. Et puis, par ailleurs, de manière complémentaire, le CNAP aussi, dans une commission qui s'appelle Image Mouvement, aide à soutenir, produire ou coproduire des films. Et c'est finalement les mêmes pratiquement, parce que c'est tout ce qu'on voit arriver d'assez fondamental en France et à l'étranger. Et au cours de ce partenariat complètement partagé, ou en tout cas de cet intérêt général de la part à la fois d'institutions, de critiques, etc. C'est fort de ce travail qui est mené par pas mal de personnes ici en France, et je pense aussi au Frénois, le FID, enfin bon voilà, Belfort, etc. Les films finalement ont trouvé tout seuls depuis très longtemps, je pense que dans les catalogues ça se voit, le chemin du réel, en sélection, compétition, prix ou pas, bref. Et juste pour en faire un petit témoignage, donc cette année, donc, du coup, j'ai repris le catalogue, là, donc tout à fait dans le désordre, et c'est vraiment une liste comme ça. Mais Happy Chacmon Vérez est à cool, donc il a été souvent soutenu par le CNAP et acquis. Olivier Zabat, cette année, un hommage lui est rendu. Pratiquement tous les films qu'on voit font partie de la collection ou ont été aidés, dont le dernier Argument a été soutenu, mais les autres sont dans la collection acquis depuis longtemps. François Prenant, n'en parlons pas. Bani Kosnoudi, El Chinero, ça c'est aussi une aide à l'écriture. Kevin Jérôme Everson également. Antoine Boutet, avec Ici Braza, bon, c'est un film qui a été soutenu l'année dernière. Dominique Abrera, pareil. Ben Russell, Ben Rivers également. Emmanuel de Maurice, dont la trilogie Voyage au lac a été évidemment soutenue aussi par le CNAP il y a quelques années, parce qu'elle a mis du temps à le faire. James Benning, à qui aussi Jean-Charles Hu, depuis longtemps. Jean-Claude Rousseau, ce sont vraiment des partenaires de travail avec lesquels on continue à travailler au long cours, même quand c'est pas pour leur attribuer une bourse, mais enfin voilà, on les montre, on partage. Je me souviens d'avoir fait des tables rondes avec Jean-Charles Hu aux Beaux-Arts de Bourges pour s'interroger sur quels sont les rapports entre l'art et le cinéma, mais il y a longtemps. Et c'est même plus une question d'ailleurs. Pierre Creton aussi, on l'avait même aidé dans une aide à l'édition de son premier coffret. Sharon Lockhart aussi, Lavdiaz bien sûr. Et puis par exemple Alexander Abatourov, dont Le Paradis, qui avait été déplacé par fermeture, décision de grève, donc sera montré dimanche. Et c'est aussi un film qu'on a soutenu l'année dernière. Et puis régulièrement dans Paris Doc, les projets en cours qui passent, qui sont comme ça présentés, il y a aussi des projets. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est vraiment là dans je crois, la preuve un peu vraiment d'un territoire partagé, d'un territoire commun. Et c'est tant mieux, et par tous les bouts qu'on puisse prendre la chose. Et effectivement, un peu ce qu'on pourrait dire même si chacun est totalement singulier, je ne vais pas ramener ça à une seule unité, mais je pense qu'effectivement, tous ces réalisateurs, d'abord, malheureusement, partagent un même handicap, c'est qu'ils ont toujours beaucoup de mal à pouvoir travailler, à être produits et à montrer leurs films après. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément d'exploitation, pas d'achat. Voilà. Ça, c'est par contre le point commun, malheureusement, étranger ou pas. En revanche, après, dans la richesse et diversité des formes, effectivement, chacun est un inventeur de dispositifs. C'est peut-être la question du dispositif là, qui pourrait peut-être permettre de parler. Cette question de l'hybridité, c'est la question aussi du dispositif, d'une écriture, effectivement, très, très, très singulière. Et en général, quand on voit passer aussi, quand on acquiert les œuvres, elles sont faites, mais quand on voit passer des dossiers, ce qui est très frappant chaque année, c'est que ce sont des projets extrêmement bien écrits. Très 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 écrit. Je pense qu'on pourrait même peut-être publier parfois. J'ai des souvenirs de Miguel Gomes chez Maureen Fosandero, des dossiers déposés d'une écriture extraordinaire, c'était presque comme un livre. Tariq Tegia aussi. Enfin bon, voilà, on est souvent aussi face à des moments d'écriture extraordinaires et qui pourraient d'ailleurs faire l'objet un jour de publication. Publié ou même donné à lire, parce que c'est jamais publié. Et puis pour finir, puisqu'on va passer au film, Anna Vaz, par exemple, Hatera, qui a été choisi, est un film qui est entré dans les collections depuis quelques années. On l'a aussi aidé dans son dernier projet, de son dernier film.
Pour juste dire que, en fait, elle s'est beaucoup, c'est parce que ça nous ramène à l'écriture du réel, elle s'est beaucoup appuyée pour ce film et d'autres sur, évidemment, le manifeste anthropophage de Oswald de Andrade de 1928, qui est quand même un texte qui fonde la modernité brésilienne, mais aussi qui est un texte qui fonde une contre-histoire et surtout déjà une réflexion sur la décolonisation, voilà, comment décoloniser la pensée occidentale ayant produit jusqu'alors une seule vision de l'autre et de l'Indien. Et effectivement, déjà en 28, Oswald de Andrade, dans son texte, s'inscrit en faux. Et Anna Vaz est on pourrait dire, une digne héritière de son film. Et si j'ai un texte sur elle, mais si on doit juste présenter son film, c'est de dire qu'elle a filmé avec, comme elle dit, filmé avec des yeux qui mangent. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour conclure, Oswald de Andrade, du manifeste anthropophage, j'ai extrait juste ce petit fragment, mais qui nous ramène au cinéma du réel. Il écrivait en 1928 « Contre tous les importateurs de conscience en conserve, l'existence palpable de la vie ». Voilà. Merci beaucoup. En fait, on avait des extraits des éditos des délégués généraux des années. Mais comme il nous reste juste 10 minutes pour échanger, je vous propose peut-être qu'on ouvre le débat. Je ne sais pas si des personnes avaient envie de prendre la parole et n'ont pas osé. Oui, il y a déjà une personne ici. Merci. Bonjour. Merci pour ce récapitulatif et ce présent très stimulant. Il me semble qu'il y a un certain nombre de questions qui continuent à se poser aujourd'hui et qui seraient bien dénoncées. Premièrement, est-ce que vous avez, dans votre mémoire, étudié l'ensemble des films qui n'ont pas été sélectionnés par le réel? Parce que je pense que ça serait extrêmement intéressant. Parce que je pense qu'il y a effectivement, au gré des délégués généraux d'ailleurs, des orientations différentes qui se présentent. Et je pense que ça serait tout à fait utile de le faire. D'autre part, sur les modes d'organisation, effectivement, du festival, on a eu le même problème à l'USAS, parce que j'étais à l'origine aussi de l'organisation. Il y a des modes d'organisation informels, mais qui finalement montraient que ça marchait pas mal. Et puis des modes d'organisation beaucoup plus structurés, avec quelqu'un qui dirige et machin, et c'est pas tout à fait pareil. Et à mon avis, ça s'en ressent dans le mode d'organisation du festival. Enfin, il me semble qu'il y a un débat qui continue à être ouvert. C'est qu'il y a un mot qui est assez mal vu au réel, au détriment alors que l'autre est mieux vu. Film engagé, c'est bien vu. Film militant, c'est mal vu. C'est-à-dire, film militant, c'est un discours propagandiste et tout. À mon avis, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, et ça vaudrait le coup d'en débattre. Mais j'aurais 2 questions à vous poser. D'une part, qui est-ce qui compose le jury de sélection actuel? Est-ce que c'est Catherine Bizerne, ou est-ce que, comme à l'origine, il y avait effectivement systématiquement 2 bibliothécaires? Et donc ça suit. Ma deuxième question découle de ça. Est-ce qu'effectivement la question qui est de se dire que les bibliothécaires qui sont, et par ailleurs aussi les bibliothécaires des bibliothèques publiques, qui sont souvent d'ailleurs, qui viennent au réel, n'auraient pas aussi leur mot à dire dans la sélection des films? Parce qu'il y a effectivement, à mon avis, la question à travers ça qui est vraiment importante, en tout cas que moi je me pose en tant qu'organisatrice de festival, c'est la question de la sortie de l'entre-soi et de comment on fait pour qu'effectivement les films qui soient montrés touchent tout le monde et effectivement, et donc des modes d'écriture qui soient ouverts à tout le monde. Mais c'est une vraie question ouverte, à mon avis. Oui, je suis Sylvie Dreyfus-Alfandéry et je suis présidente de l'association Autour du 1er mai, qui organise à Tulle un modeste festival, qui n'est pas un festival d'ailleurs, qui s'appelle les Rencontres Cinéma et Société, pour exactement tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que on veut absolument pas qu'il y ait de sélection dans le festival, et donc on l'a appelé Rencontres. Et c'est vrai qu'un festival et des rencontres, c'est pas tout à fait pareil. Je suis assez d'accord avec Jacques Villemont. Olivia, tu veux répondre sur le comité? Oui, donc non, effectivement, c'est uniquement la directrice artistique qui choisit les membres du comité. Il n'y a plus de bibliothécaires, donc plus de personnes de la BPI spécialement qui sont impliquées dans le processus de sélection. Mais en revanche, toujours cette acquisition ensuite d'une bonne partie de la sélection. Donc c'est vrai qu'il faut
que la bibliothèque choisisse à partir de cette sélection qui, effectivement, on peut penser depuis quelques années qu'elle devient un peu plus pauvre en films qui traiteraient des sujets qui seraient informatifs. Informatif, c'est pas pour moi péjoratif forcément. Je veux dire, il y a des films qui sont des très beaux films, mais qui en même temps nous apprennent des choses. Et ce qui est un peu peut-être ce que cherchent en priorité les bibliothèques, c'est peut-être quelque chose qu'on trouve un peu moins maintenant dans la sélection. Mais en même temps, je pense que ça accompagne aussi un mouvement plus large et que sans doute le cinéma documentaire devenant aussi plus largement diffusé, je pense que le public général est peut-être plus à même d'apprécier aussi des formes un peu moins classiques, moins didactiques qu'auparavant. Mais il y a un prix des bibliothèques composé d'un jury de bibliothécaires. Je pense que la question de la sélection, tu poses, elle est, il faudrait au moins plus que la journée pour demain pour, je veux dire, toute sélection, toute façon, qu'elle soit compétitive ou non compétitive, est une injustice. On est d'accord là-dessus. Moi, je suis un réalisateur, je sais ce que c'est, que d'avoir été pris ou de ne pas avoir été pris dans un festival. Les deux me sont arrivés pour des choses auxquelles on croit quelquefois. Donc, bon, maintenant, effectivement, je pense que moi, mon sentiment par rapport au réel, depuis 45 ans, en gros, que je connais ce festival, c'est qu'effectivement, il s'est ouvert de plus en plus. Mais comme le documentaire s'est ouvert, et je suis d'accord sur le fait que le documentaire est un terrain de métissage et d'hybridité, et que c'est au fond ça. Et en tout cas, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de voir des choses différentes. Y compris comme public, on a toujours ce moment où on va voir des films où on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là ? Et puis, qu'est-ce que ça fait ? C'est pas un film, c'est nul. Ou même on sort et puis on rencontre quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on partage des goûts, et qui dit « j'ai vu un film formidable ». Et c'est celui dont on est sorti ou qu'on n'a pas aimé. Bon, donc, je crois que le problème est insoluble, d'une certaine manière. Problème de la sélection. Maintenant, effectivement, pris ou pas pris, bon, ben voilà. Il y a les états généraux, il y a l'USAS, il y a d'autres festivals il y a des rencontres partout. Il y a quand même pas mal de festivals. C'est vrai aussi que ça peut être, c'est très important pour un film d'aller au réel. Et puis, pour d'autres, c'est plus important d'aller à Berlin, voir à Venise, voir à Cannes. Enfin bon, il y a cette hiérarchie qui est absolument terrible et qui n'a pas exactement de rapport avec l'intérêt des films en eux-mêmes. Enfin bon, mais c'est une autre affaire, je dirais. Enfin, une sélection, ça permet quand même à certains cinéastes de repartir avec un prix qui leur permet parfois d'être diffusés ou alors de mettre un peu d'argent dans la production suivante. Enfin, c'est pas non plus tout noir, tout blanc, quoi. Et sur l'histoire de la sélection, en fait, les archives du réel, elles sont... Ce mémoire, je l'ai écrit il y a 10 ans, à un moment où les débuts, enfin les premiers cartons d'archives du service audiovisuel partaient aux archives nationales. En fait, il y a peu d'archives du cinéma du réel avant 90 parce qu'elles ont brûlé. Elles étaient entreposées dans un stock à Torcy. Et c'est Arlette Aliguier qui m'avait dit ça. Et moi, je ne les ai pas retrouvées. Donc après, écrire l'histoire des films pas retenus, c'est quand même compliqué. En revanche, l'histoire du réel, les archives méritent d'être fouillées, ouvertes. Enfin, il y a plein de terrains encore à creuser avec le peu d'archives qui existent. Parce que là, les papiers, les documents qu'on a, en tout cas, c'est 90-2004. Après, c'est la numérisation. Et donc, l'équipe a commencé à travailler par mail. Donc, ils ont été archivés, mais il faudrait regarder comment c'est fait. Mais l'histoire n'est pas écrite, quoi. Juste ajouter peut-être par rapport au positionnement du festival, effectivement, ça, c'est vraiment le fait des directeurs artistiques. Et c'est quand même la BPI qui les choisit, au moins en partie d'un commun accord avec les membres de l'association. Donc c'est vrai que c'est au moment de ce choix, je pense, que la BPI peut vraiment se positionner sur la direction qu'elle veut donner au festival. Oui, juste pour répondre un petit peu à ce que disait Sylvie, sur la diffusion des films, le festival est le lieu d'exposition des films. Et ensuite, j'aimerais bien qu'un jour un étudiant ou une étudiante s'empare
de la question des bibliothèques, de la diffusion du cinéma documentaire dans les bibliothèques, parce que à travers l'association Images en bibliothèque, le mois du film documentaire, la cinémathèque du documentaire aujourd'hui, il y a toute une histoire où les bibliothèques ont joué vraiment un rôle dans la diffusion des films. Et il y avait les prix qui, effectivement, je sais pas, il y avait le montant du prix a évolué, mais il y avait aussi le prix des achats de droits par la direction du livre, qui s'ajoutait au prix de bibliothèque, ce qui était important pour les réalisateurs, les producteurs. Le prix était versé aux réalisateurs, pas aux producteurs, ce qui est important. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un se rende compte de ce qu'ont été les bibliothèques depuis l'origine donc de Cinéma du réel en 78 pour la diffusion de ce type de cinéma. Et avec l'ouverture dont vous avez parlé évidemment à d'autres formes que le cinéma direct proprement dit. Pardon, j'ai une question. Qui est au jury des bibliothèques cette année? Je ne sais pas. Il y en a une. Micro. Voilà, il y a toujours un ou une bibliothécaire dans le jury des bibliothèques et d'autres personnalités. Là, j'avoue, je ne connais pas par cœur la liste cette année, mais... Il y a un cinéaste et... Ah oui, non, c'est l'inverse, pardon. Ouais, et généralement, il y a quand même 2 ou 3 bibliothécaires. Oui, c'est ça. Mais il me semble que le nombre de bibliothécaires a diminué par rapport au jury d'origine. Je voulais juste le souligner. Peut-être que l'ampleur des 3 jurys, bibliothécaires et un réalisateur ou une réalisatrice, parce que quand même on ne pouvait pas les laisser entre eux tout seuls. Je crois que maintenant Non, mais si, en fait, je crois que c'est toujours ça. Pardon, j'ai inversé dans ma tête. Ouais. Sauf que maintenant, les bibliothécaires sont souvent invités, sont souvent des conservateurs de services audiovisuels ou de médiathèques, donc c'est pas non plus des gens totalement étrangers au format. Je crois que le temps nous est compté. Ah ouais. Il va lancer les films, peut-être une très courte présentation de chacun des films que nous allons voir. Mais peut-être qu'on va regarder les films. En gros, il y a 4 films, c'est des courts-métrages. On a choisi en fait, il y a un film qu'on a choisi collectivement. En fait, il y a 2 films qui sont plutôt liés au tout début du festival, dont un que je ne connais pas, donc je serais bien en peine de le présenter. Et puis 2 autres films qui sont liés plutôt aux années ensuite 90 et très très récemment pour Anna Vaz dont parlait Pascal. Et l'idée, c'est de dessiner une sorte de parcours à travers justement l'histoire des formes documentaires défendues par le festival, dont vous allez voir qu'elles sont très 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 hétérogènes. Voilà, merci à toutes et tous et puis bonne projection. Merci.